De tous les leviers d'investissement dont on parle sur ce podcast, il y en a un, tu l'as senti, qui est particulièrement pertinent pour la construction de ton patrimoine, c'est l'investissement immobilier locatif. Et bien qu'il soit puissant, c'est aussi un type d'investissement qui demande du temps, on va pas se mentir, et qui peut faire peur tant il semble y avoir de paramètres à maîtriser. Alors si tu manques de temps ou que tu souhaites être accompagné, je te conseille les services de revenuslocatif.com, une société d'investissement locatif clé en main spécialisée dans la région Île-de-France. Les équipes s'occupent de ton projet d'investissement de A à Z, de son analyse à la recherche de biens rentables en passant par la réalisation des travaux de rénovation et le montage des meubles. Le tout avec un devis forfaitaire précis, sans surprise, et des suivis réguliers à chaque étape du projet. Je viens d'ailleurs de finaliser la mise en location d'un ensemble de 3 logements réalisés par Revenu Locatif et j'ai été très satisfait de la collaboration, en particulier de la capacité d'anticipation à la résolution des problèmes quand il y en a eu. J'ai aussi reçu des feedbacks très positifs d'auditeurs qui ont investi via la structure. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à te rendre sur le site revenu avec un s-du-milieu locatif avec un s.com/action et à remplir le formulaire en n'oubliant pas, bien sûr, de mentionner que tu viens de ma part. Tu seras bien reçu. Quand je reçois les clés, 2 semaines après, j'y vais voir et en fait, je me souvenais plus parce que ça faisait 1 mois et demi que j'avais visité. Il y a pas de fenêtre. Je commençais à transpirer, je dis je suis pas bien, il y a pas de fenêtre. Et je croyais que dans la chambre derrière, il y avait des fenêtres, des vraies fenêtres. Non, en fait, la chambre, elle était complètement fermée, il y avait juste des dômes. Et je dis mais jamais de la vie j'arriverai à revendre ça. L'immeuble nous a coûté 170 et on a emprunté 400. Pareil, 17 banques. 17 banques avant d'avoir le financement. Mais c'est partout, que ça soit en liquidation ou que ça soit quand tu vas visiter une ruine. Tous les arguments sont bons pour faire baisser le prix, en fait, hein. Et la bonne affaire, on le dit toujours, on l'a fait à l'achat, on l'a fait pas à la vente. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. En investissement immobilier, les bonnes affaires se font à l'achat et non pas à la revente. Tu as déjà dû entendre cette maxime qui fait effectivement sens étant donné l'impact sur la rentabilité de ces quelques pourcentages en moins négociés sur le prix d'acquisition pour un bien donné. Et pour espérer acheter à des prix bas, il faut bien connaître son marché et surtout bien connaître son vendeur, le contexte et les raisons qui le motivent à céder son bien. Dans cette optique d'ailleurs, certains investisseurs visent les héritages, les divorces ou mutations professionnelles, qui sont autant de conditions propices à des grosses négociations. Michael Erzheim, notre invité du jour, a lui choisi une stratégie un peu plus extrême. Il concentre ses recherches sur les biens immobiliers en vente dans le cadre de liquidation judiciaire. Il a constitué la majorité de son patrimoine sur ce type d'opération avec à la clé des achats à des prix massacrés. Une stratégie payante donc, mais qui présente aussi des inconvénients et des risques qu'il ne faut pas négliger et dont on parlera aujourd'hui. Au fil de la conversation, on verra les étapes qui amènent Michael à se centrer sur l'acquisition de biens immo en liquidation judiciaire, les difficultés qu'il rencontre pour obtenir des financements et les moyens qu'il utilise pour les contourner, l'organisation personnelle qu'il met en place pour garder un équilibre entre toutes ses vies, et les moyens qu'il se donne pour garder le cap entre son boulot, sa famille et ses investissements, les évolutions qu'il a vues également dans son cercle d'amis au fil de son parcours immobilier. Si tu te cherches encore dans ta stratégie d'investissement immo, cette conversation devrait te donner des idées et des axes d'attaque. D'ailleurs, si le sujet t'intéresse, je te conseille aussi de réécouter l'épisode 63 avec Erkan sur les ventes aux enchères. Avant de commencer, je voulais remercier les personnes qui ont soutenu le podcast cette semaine au travers de commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou de messages sur les réseaux. Pas de commentaires particuliers cette semaine, mais des étoiles plein les yeux qui font plaisir. On a atteint maintenant les 384 avis sur Apple Podcast et 220 avis sur Spotify. Merci à tous de m'aider à donner de la visibilité à ce podcast par ce biais. Allez, partons maintenant à la découverte d'un parcours investisseur plein de rebondissements avec Michael. C'est parti. Salut Michael, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Salut Paco. Merci beaucoup d'être là. Et en fait, j'avais prévu avec toi de parler en gros de ton parcours d'investisseur, tu vois, de voir un peu qu'est-ce que tu avais fait dans la vie, d'où tu viens et comment tu avançais dans l'IMO, parce que tu fais pas mal d'IMO. Donc, écoute, pour commencer, peut-être effectivement, demander de te présenter pour les personnes qui te connaissent pas encore.
Bah, merci à toi en tout cas de me donner l'occasion de parler de tout ce que je fais dans l'investissement immobilier. Donc moi j'ai 36 ans, je suis papa de 3 enfants. À la base, je suis infirmier. Bon, j'ai fait des études pour être infirmier. Je suis toujours infirmier. J'ai monté mon cabinet. Donc, j'ai bossé comme salarié seulement 2 ans dans ma vie, juste le temps qu'il fallait pour pouvoir après ouvrir mon cabinet. En parallèle de ça, j'ai 2 sociétés. J'avais 2 sociétés avec 8 salariés que j'ai vendues. Une vendue, l'autre fermée. En parallèle de ça, donc j'ai investi dans l'immobilier à but locatif depuis 2012. Donc au revenu foncier, en LMNP, location courte durée, SCI à l'IS, SCI à l'IR, etc. Et là, ça fait 2 ans que je suis marchand de biens. Et en parallèle de ça aussi, je suis coach et consultant dans l'investissement immobilier. Ouais, donc ça te fait bien plus d'une casquette, quoi, dans tout ça. En fait. C'est ça fait beaucoup de choses, ouais. Surtout avec 3 enfants, dont une petite dernière qui a 6 mois, même pas, qui a 5 mois là. Donc ouais, ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps, ouais, effectivement. Tu peux nous raconter un peu le début de toi et l'investissement et puis l'IMO. Tu parlais des deux boîtes en fait dans quoi c'était. Et puis tu disais que c'était en parallèle en fait de l'investissement immobilier. Enfin comment l'idée est germé chez toi d'investir et puis après d'investir dans l'IMO. Ouais, ben déjà moi j'aime pas l'école, j'aimais pas l'école. Je suis issu d'une famille où on m'a toujours dit il faut apprendre, faut avoir des diplômes, etc. Donc je suis allé au lycée général, j'ai passé un bac S parce qu'il fallait passer un bac S, c'était le bac qui t'ouvrait le plus de portes. J'ai quand même un parrain, des cousines et des tantes qui sont infirmières, donc j'ai passé le concours d'infirmier, j'y suis allé. Pendant la première année, j'étais vraiment pas sûr de continuer. Mais voilà, t'avais eu le concours, t'avais eu la première année, donc tu continues. Ensuite, tu es allé en stage en réanimation, là ça m'a plu. Donc après mon diplôme, je suis allé travailler en réanimation pendant 2 ans, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Je savais pas ce que je voulais faire, et personne au lycée te dit tu vas être entrepreneur, tu vas être investisseur, etc. Je suis pas issu d'une famille d'investisseurs. Mon père était fonctionnaire, ma mère était coiffeuse. Là où j'ai pris goût pour la première fois, c'est sur l'achat de ma résidence principale. En fait, moi, dans ma famille, que ce soit mon grand-père, mon père, mon frère, etc., on retapait tous où on construisait, où on retapait nous-mêmes nos maisons. Donc je suis allé, j'ai trouvé une maison dans mon village, je suis pas parti très loin, et j'ai acheté ça à 30 000 euros, 70 mètres carrés, et j'ai rénové tout du rez-de-chaussée jusqu'au haut. À partir de là, j'ai commencé à prendre goût et à commencer à continuer à faire des visites, etc. Et j'ai acheté un deuxième bien. En parallèle de ça, j'avais un cousin qui avait aussi envie d'entreprendre. Donc on a ouvert un centre de diététique. C'est une franchise. Je trouve que c'est pas mal au début pour te mettre sur les rails. Ils te disent quoi faire, quoi acheter, etc. Donc premier entretien d'embauche, etc. Tout ça en parallèle. Donc j'étais infirmier libéral mais remplaçant. Donc je commence à être chef d'entreprise, à avoir 2, 3 salariés, 4 salariés, à faire mes propres choix, etc. Et à devoir travailler avec un infirmier qui lui prenait ses décisions mais pas comme moi je voulais. Donc après j'ai créé mon cabinet infirmier. Après j'ai commencé à me former sur l'IMO à fond, coacher, et là j'ai commencé à visiter, et puis je me suis rapproché, j'ai fait un achat en liquidation judiciaire, et là en fait à partir de là j'ai commencé à me faire un réseau au niveau des liquidateurs judiciaires sur l'Alsace. Et en fait après j'ai enchaîné, j'ai continué à me former, j'ai continué à me déplacer, aller dans des séminaires. J'ai payé énormément, hein. Je pense que c'est sur ces 10 dernières années j'ai dû payer largement 40 000 euros de formation en fait, hein, pour me former moi-même. Donc de fil en aiguille, je me suis rapproché de mon formateur qui m'a proposé d'être coach à ses côtés. J'ai accepté. Suite à ça, je me suis dit bon, maintenant, arriver à une quinzaine de lots, après une vingtaine de lots, dont 7 lots en location courte durée, je me suis dit ça serait peut-être temps d'arrêter d'empiler les locataires et de peut-être essayer de faire du cash plus immédiat. Donc naturellement, je me suis lancé sur le marchand de biens. Et puis voilà un peu tout en continuant un travail comme infirmier libéral. Mais la chance que j'ai d'être mon propre patron et de pouvoir gérer mon planning comme je veux. Si je veux réduire de 5 jours, je prends une remplaçante supplémentaire qui va me faire 5 jours de plus. Donc là, depuis la rentrée, depuis septembre 2022, j'ai pris le pli de travailler moins de 10 jours, voire même moins de 6 jours par mois en tant qu'infirmier libéral, et de me consacrer vraiment au marchand de biens, et voilà. Et prendre du temps un peu plus pour moi, parce que là j'ai 36 ans depuis 3 jours, faire encore plus de sport et prendre plus le temps de
permis bateau, sauter en parachute, des choses que je reporte à chaque fois et que voilà, là, j'ai décidé de faire là maintenant, quoi. Et mes 2 sociétés avec mes 8 salariés, donc je les ai vendues. Je sais pas, hein, je l'ai pas senti arriver, mais j'ai vendu un centre diététique, je l'ai vendu 6 mois avant le Covid. Et le deuxième centre diététique et j'avais plus qu'une seule salariée à la fin. C'était une diététicienne, elle était enceinte, etc. Donc j'ai pris parti d'arrêter la société, de la stopper. Je me suis mis d'accord avec mon propriétaire, donc j'étais en bail commercial pour lui solder on s'est mis d'accord. Je lui ai donné 6 mois de loyer, et puis derrière il a reloué, et puis voilà. Mais pour moi, l'entrepreneuriat est vraiment à l'heure actuelle dans le marchand de biens, travailler avec des collaborateurs plutôt qu'avec des associés. Voilà à peu près où j'en suis aujourd'hui à 36 ans. c'est déjà top. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit se dessiner au travers de ce parcours vraiment quand même l'esprit d'entreprise, d'entrepreneuriat que tu avais, parce que ça soit pour rénover de l'IMO, parce que tu as commencé déjà sur un bien à rénover, donc c'est pas tout le monde qui fait forcément ça. Et après, dans les business en dur, donc que ça soit même infirmier, parce que tu t'es mis à ton compte, ou dans voilà le côté le diététicien. J'ai l'impression que c'est vraiment enfin ça t'est venu tout seul, ou est-ce que c'est pareil dans la famille que l'idée d'entreprendre les choses est apparue, quoi? Non, dans la famille il y a 0 entrepreneur. J'ai peut-être ma grand-mère quand même qui à 60 ans a acheté son premier bien locatif à 60 ans. Il fait ses états des lieux d'entrée et de sortie toute seule, mais là ça va, ça fait maintenant elle a un appartement en revenu foncier. Ça fait 7 ans qu'elle a le même locataire là maintenant, mais non. Je pense que mon parrain avait cette fibre, mais quand on est infirmier, quand on est fonctionnaire, mon père était fonctionnaire aussi, travaillait chez Orange, on a cette sécurité et on a été élevé dans cette sécurité-là de pas prendre de risques. Et quand moi je suis rentré au bout de 2 ans et j'ai posé un congé sans solde, je croyais que mon père il allait tomber dans les pommes en fait. Donc non, je suis pas issu je suis pas issu du tout d'une famille entrepreneuriale. Je suis pas du tout issu d'une famille d'investisseurs, etc. Mais que je commence à tous les faire devenir investisseurs, ça c'est déjà sûr. Et moi, je sais pas, j'avais un manque. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui, j'étais pas, j'étais pas moi-même en fait dans ce train-train quotidien là. T'as ton salaire qui tombe, t'as pas de risque, etc. quoi. Et donc, de fil en aiguille, j'ai progressé, j'ai évolué vers ça. Et plus j'avance et plus je prends des risques, parce que là, je vais faire un virement de 90 000 euros pour acheter un studio cash en marchant. Donc, je fais pas tapis, mais presque, pour acheter un studio, voilà. Donc non, ça s'est fait machinalement, petit à petit aussi, pour que moi je puisse dormir quand même sur mes 2 oreilles et être sûr que voilà, j'avance, je prends des risques, mais c'est toujours des risques mesurés. Les risques augmentent, mais en même temps mon patrimoine augmente aussi, donc ça me permet de prendre plus de risques, etc., etc. C'est quelque chose qui m'épanouit, parce que moi j'ai besoin qu'une journée, ma journée en fait, et j'en ai besoin. À peine elle a commencé, à peine mes yeux se sont ouverts, qu'on est déjà presque le soir, parce que j'ai 10 000 choses à régler, j'ai 10 000 choses à faire. Et c'est comme ça que je vis et que je pourrais pas vivre autrement, en fait. Ouais, on va en parler côté organisation. Ça m'intéresserait de voir comment tu fais. Et du coup, qu'est-ce qu'une journée atypique chez toi? Mais avant, peut-être, est-ce que tu peux nous emmener sur ton parcours IMO, et nous expliquer peut-être étape par étape sur quel type de bien tu t'es penché, et ça a suscité mon intérêt aussi, la côté liquidation, en fait. Judiciaire, si tu veux expliquer. Pour commencer, donc quand je passe les concours d'infirmier, j'en passe 4, une par région presque. Naturellement, je prends l'école d'infirmière qui est la plus proche de chez mes parents, donc à 15 minutes de chez mes parents, pour pendant les 3 ans ne pas faire payer à mes parents un appartement. En plus de ça, comme j'avais loupé mon bac, j'avais loupé mon bac, après j'ai eu mon bac, après j'ai pas eu le concours, j'ai travaillé quand même pendant 1 an. Donc en fait, j'avais le droit à Pôle emploi pendant les 3 ans d'école d'inf. Mais bon, je me suis dit, on va économiser au maximum, je vais rester vivre chez mes parents, je vais faire l'école d'inf, je vais toucher le chômage, etc. Donc après, je suis infirmier. Naturellement, je postule la plus grosse réa de l'Est de la France en réanimation cardiaque à Strasbourg. Et là, pareil, faut que je prenne un appartement. Mais mon frère était étudiant à Strasbourg, mes parents payaient un studio à mon frère. Du coup, pendant 2 ans, j'ai dormi dans le studio à mon frère. On se partageait 17 mètres carrés. Et après, au bout d'un moment, j'ai dit, maintenant, il faut quand même que tu commences à partir de chez tes parents à 25 ans. Et là, du coup, je visite ce bien, c'était un héritage. Mais les personnes âgées n'avaient jamais rien fait. Donc, il y avait vraiment, la maison, elle avait 100 ans, je sais pas, elle avait 90 ans. La chance que j'ai eue, ça m'a pas fait peur, parce que je savais que j'allais avoir mon père à mes côtés, quoi. Donc, on a acheté ce bien-là, on l'a rénové.
C'est quand j'ai acheté mon deuxième bien que j'ai dit celui-là je vais le mettre en location. Donc pareil, t'as toujours la peur de ne pas trouver ton locataire, etc. Et quand j'ai vu à quel point c'était finalement facile, j'ai juste dupliqué en fait. Après, de fil en aiguille, comme dit, j'ai acheté un bien en liquidation judiciaire. J'ai négocié 50% du prix. Donc j'ai vu qu'il y avait moyen de négocier. J'ai continué à entreprendre, à alimenter en fait cette relation que j'avais avec cet agent immobilier qui travaille avec des liquidateurs judiciaires sur Strasbourg. Et de fil en aiguille, j'ai acheté on va dire 80% de mon parc immobilier via des liquidations judiciaires en fait quoi. Et après de fil en aiguille, j'ai plus délégué les travaux plutôt que les faire moi-même parce que mon premier bien, il a quand même duré 1 an et demi. Hein. J'ai rénové 70 mètres carrés. La seule chose que j'ai pas fait, c'est la chape et les changements de fenêtres. Et le reste, j'ai tout fait en fait, de la cave au grenier. Ouais, tu t'es formé tout. Enfin, ça, tu l'as fait tout seul. Enfin, tu regardais. Avec mon père, mon frère et voilà. Ouais. Après, j'ai délégué parce que j'étais des fois sur 2 chantiers en parallèle et du coup, je me suis entouré après d'une team d'artisans que j'avais et que j'ai toujours, qui j'ai dû donner ces 10 dernières années plus de 800 000 euros de travaux en fait, tout confondu. Voilà. Mais je sais qu'ils bossent bien et je sais surtout que c'est simple. Hein, je suis arrivé à un point où mes locataires n'ont plus mon numéro de téléphone, mais ont le numéro de téléphone de mon artisan. Et quand ils ont un problème, ils appellent mon artisan, ils me font juste un SMS pour me dire, et mon artisan va régler le problème. Comme de toute façon c'est lui qui a rénové qui a rénové le bien, il va régler le problème. Après il m'envoie un SMS, il me dit voilà c'est fait, c'est réglé, et puis voilà, on n'en parle plus. Ça, c'est cool ça. Sur les liquidations judiciaires, c'est du local commercial du coup à chaque fois? La première c'était une maison qui avait été achetée par des Strasbourgeois, mais en Moselle, parce que bon, moi je suis originaire de Moselle. Ils ont sous-estimé les travaux, donc ils ont commencé à faire des travaux, électricité, placo, isolation, puis ils se sont arrêtés. Et donc c'est un bien qui a été j'aime le raconter parce que c'est une maison dont je suis passé, j'ai dû passer 1 milliard de fois devant. Hein. Je suis infirmier libéral, c'est une maison dans mon village. Je sors d'un coaching avec la personne qui m'a formé hein, sur l'investissement immobilier et je sors reboosté et je pars après ce coaching faire ma tournée d'après-midi. Et je m'arrête devant cette maison-là parce que je me dis mais elle est à vendre cette maison depuis 10 ans, je le sais. Et pour te dire à quel point ça datait, le panneau à vendre qui est normalement fixé sur la fenêtre, il pendait. Donc j'ai dû me garer, j'ai dû passer la tête, mettre ma tête le long de la façade pour choper le numéro de téléphone. On voyait presque même plus les chiffres tellement que c'était à l'abandon quoi. Et j'appelle tout de suite, j'arrive dans la voiture, je téléphone et donc je tombe sur l'agent immobilier. C'était toujours en vente. Il vient 3 jours après, je visite avec lui, donc une maison de 170 mètres carrés, 85 000 euros. De fil en aiguille, on discute. Je lui dis que je suis infirmier, il me dit bah ma femme est infirmière, elle était infirmière, elle est à la retraite, de fil en aiguille, on match sur ça. En fait, elle travaille dans le service où moi je bossais avant d'être infirmier libéral, donc on invite des personnes en commun et tout ça. Donc là, je dis au monsieur bon, c'est négociable, etc. Tu sais, j'applique ce qu'on m'a appris et tout, c'est négociable. Et il me dit bah écoutez, faites une offre. Je rentre chez moi le soir, j'ai fait une offre à 40 000 euros, c'était affiché 85 en espérant monter jusqu'à 50 quoi. Hein, et je reçois un appel une semaine après, il me dit bah écoutez, j'ai appelé le mandataire judiciaire, ça fait 7-8 ans que c'est en vente, il est d'accord pour 40 000. Donc derrière j'ai emprunté 110 000. J'ai fait les travaux, j'ai bien fait des espaces verts. Donc c'est une maison divisée en 2 lots. J'ai rajouté le deuxième compteur électrique qu'il fallait. J'ai évité de faire des communs et je loue ça 1115 euros par mois. À l'heure actuelle, SCI à Liège, j'avais un différé de 9 mois, j'ai fait un peu de trésorerie et puis voilà. Donc après de fil en aiguille, ben tu penses bien que ce mec-là, je l'ai pas trop lâché. Juste sur ce point-là, excuse-moi de te couper. Parce que liquidation judiciaire, j'ai toujours pas, enfin, j'ai pas vraiment saisi. En fait, c'est eux en tant que, parce qu'ils détenaient le bien, les vendeurs en tant que personne, société, et la société a fait une liquidation ou c'est eux-mêmes? Non, non, ils étaient en faillite personnelle. En fait, hein, c'est des gens qui avaient, ils étaient en faillite personnelle, ils étaient fichés Banque de France, etc. Donc la banque a saisi, a mis en place un mandataire pour saisir le bien. Et si tu veux, les 40 000 euros là, la banque se mettait assis sur 35 000 euros. Je savais via l'agent immobilier combien il restait de dette, en fait. Donc la banque préférait prendre 40 000 et se mettre assis sur 35 que de rien avoir du tout, en fait. Hein. Donc après, voilà, c'était pas une société, c'était des personnes physiques, hein, voilà, lambda. Hein. J'ai demandé à l'agent immobilier s'il y avait pas des coûts comme ça encore d'autres. Et pareil, hein, sur Strasbourg, on visite un bien, pareil, donc il me donne rendez-vous devant un immeuble. Il me dit c'est un T2. Écoutez, monsieur Hartzheim, c'est un T2, mais c'est le prix d'un studio, hein, 65 000 euros, 47 mètres carrés. Hein, c'est une super affaire. Par contre, il était déjà sous compromis et l'acheteur s'est retiré parce que c'est la famille qui est propriétaire qui vit dedans.
mais elle part pas. Et le jour où vous allez acheter, vous allez devoir acheter avec la famille. Mais la famille sera donc considérée comme squatter, mais des squatteurs qui sont rentrés légalement parce que c'était les anciens propriétaires. C'est pas des squatteurs qui ont forcé. Donc ça va pas être le même processus. Nanani, nanana, il me sort tout un pitch. Donc c'est 65 000 avec eux dedans. Je dis ok, on va visiter. Je dis ok, 65 000 et tout ça. Sur la rédaction du compromis, moi je dis à ma clerc de notaire de donner 6 mois au propriétaire pour sortir. Alors que c'était pas trop ce qu'on avait convenu avec l'agent immobilier, mais bon, je pensais qu'il allait me téléphoner après et m'engueuler ou me dire mais c'est pas ce qu'on avait convenu. J'ai pas eu de nouvelles, j'ai laissé passer les 6 mois et au bout de 6 mois, j'appelle mon notaire, je dis il y a quelqu'un dedans, le notaire il appelle le mandataire dit oui, ils sont toujours là, je dis je ressors du compromis. Je laisse passer 2 jours et j'appelle l'agent immobilier, je me dis allez, j'y vais au culot, j'y vais à fond. Et j'ai dit comment que ça se passe maintenant? Il me dit j'avais le mandataire la semaine dernière au téléphone, il en a marre. Ces gens-là ne partent pas. En fait, c'était des gens qui ne payaient plus leur crédit. Ils étaient à 6 dans un 47 mètres carrés, mais en fait, ils pouvaient pas s'inscrire sur les logements sociaux de Strasbourg parce qu'ils étaient officiellement propriétaires. En liquidation, mais quand même propriétaires. Donc ils pouvaient pas s'inscrire sur les logements sociaux. Et donc, il me dit, le mandataire, il en a marre, il la met aux enchères. Et vous verrez qu'aux enchères, elle partira à plus que 65 000. Et là, moi, je dis à l'agent immobilier, je dis, mais la mise de départ, elle va être combien à votre avis? Du bois, je pense 40. Je dis écoutez, vous pourriez rappeler le mandataire judiciaire et vous lui dites que à 40 000 je l'achète et cette fois-ci on met une clause que je le prends avec la famille dedans. Vraiment, cette fois-ci je le prends. Et il raccroche. Moi j'étais chez un patient quand je disais ça. Je pars, je vais chez un autre patient, le téléphone il sonne, l'agent immobilier, je décroche, j'étais en train de faire un soin, je décroche. Il me dit écoutez, le mandataire est d'accord mais pour 45. Mais cette fois-ci vous en faites une affaire personnelle de la famille qui est dedans. Je dis ok. 45 000 euros, 47 mètres carrés à Strasbourg. Donc là, par contre, un peu paniqué, je dis il faut quand même que je reprenne contact avec la famille qui vit dedans. Je prends rendez-vous avec eux, j'y vais. Elle m'explique comme elle essaye de chercher, mais que personne veut lui louer. Les logements sociaux veulent pas l'inscrire. Donc moi, je lui propose de l'aider un peu à trouver un bien. Je monte mon dossier bancaire, je reçois le financement, etc. J'ai une date pour signer. J'étais toujours en contact avec cette femme. Et d'un coup, cette femme, elle me dit on va déménager dans 3 semaines. Avant ma date de signature pour l'achat. Alors là, je dis, dans ma tête, qu'est-ce que je fais? Je le dis à l'agent immobilier, je le dis pas, j'appelle l'agent immobilier me dit si ça arrive aux oreilles du mandataire, c'est plus le même prix. Parce que là, vous achetez avec le risque d'avoir des squatteurs et ça peut durer 2 ans pour les sortir. Donc je rappelle la femme, je dis écoutez, prenez votre temps, déménagez quand vous voulez, vous avez votre temps. Donc elle avait bien compris ce que je voulais dire et en fait elle me dit comme ça on va un peu prendre notre temps pour le déménagement, donc je signe le 12 juin et elle me donne les clés le 18. Et donc après je rénove et je mets en location courte durée début août tout de suite voilà. Et donc là si tu veux j'ai 350 euros de crédit, quelque chose comme ça. J'avais quand même 25 000 euros de travaux à peu près. J'ai tout refait en fait pour faire de la location courte durée et 350 euros de crédit, quelque chose comme ça. Et puis je tourne entre 1002 et 1008 de location courte durée. T'avais pris beaucoup d'apports en fait, parce que du coup, foncier plus travaux, on était à combien sur l'enveloppe? Alors, j'avais emprunté 80 000. Et j'ai même pas utilisé les 80 000, j'ai utilisé 73. Après, j'ai débloqué quand même les 7 000 pour investir en bourse, etc. Voilà. Voilà un peu. Et là, je me suis dit, bon, allez, je teste la location courte durée. Et après, j'y ai pris goût aussi. Et puis, j'ai enchaîné avec un autre bien dans le secteur chez moi. C'est ma femme qui gère. Et après, j'ai acheté une maison alors là, plus en Moselle, à côté de Metz. Donc là, rien à voir de Strasbourg, de l'autre côté. À côté, en association avec on est 4 associés. C'était une maison de 2 lots qu'on a transformé en 4 lots et on avait full Airbnb aussi, Airbnb Booking, quoi. Là, c'est plus mon associé qui est sur place, qui gère, lui. C'est lui qui gère quand même. Et on a fait les travaux, on a acheté 170. L'immeuble nous a coûté 170 et on a emprunté 400. Pareil, 17 banques. 17 banques avant d'avoir le financement. Alors que la première nous demandait juste de mettre les frais de notaire, on aurait dû dire oui et avancer parce qu'on n'aurait pas perdu autant de temps. Et là, on a fait 17 banques et maintenant, on a réussi à avoir nos 20 ans plus 3 ans de différé total, c'est ce qu'on voulait à l'époque. On a réussi à avoir ça, c'était il y a déjà 3 ans maintenant. C'est sur ce même bien là de 170 000 que t'avais eu un premier accord d'une banque et que tu l'as pas pris et après t'as été voir 17 banques. C'est ça. C'est pour ça que maintenant, quand les personnes que j'accompagne et que je coach, ils vont voir la première banque leur prête sur 20 ans, mais leur demande par exemple les frais de notaire et les frais d'agence. Moi, je leur dis surtout à l'heure actuelle, le 17 octobre 2022, prenez, si vous avez un différé, vous allez vous refaire.
vous allez refaire votre trésorerie, mais prenez parce que et vous passez à autre chose en fait. C'est ça en fait le truc, c'est qu'une fois que tu as ton crédit, t'es libéré, tu sais que tu peux avancer. Mais nous on a fait 17 banques, ça a duré presque un an et pendant ce temps-là, c'était aussi une liquidation, mais alors là en Moselle et là l'agent immobilier nous relançait tout le temps et au bout d'un moment on commençait à plus être crédible quoi. On dit mais on attend les réponses des banques etc. Et c'est vrai que dès on aurait pu avoir acheté cet immeuble un an avant si on avait été un peu moins et je te parle de ça il y a 3 ans. Il y a 3 ans, c'était sans apport, 110%, sans apport différé, etc. On était tous conditionnés comme ça. Maintenant, on l'est quand même un peu moins. Hein. Ouais, bien sûr. Non, mais je suis d'accord carrément. Sur ces deux opérations là dont on vient de parler, c'est peut-être, d'ailleurs, je sais pas si c'est une caractéristique générale ou quoi, mais la première, du coup, t'as voulu sortir, t'as fait un coup de bluff, t'as voulu sortir c'est sorti du compromis parce que ils sont restés plus de 6 mois dedans. Et la deuxième, tu dis que t'as mis un an pour trouver tout ton financement, donc c'était aussi un compromis long, enfin, tu vois. Est-ce que c'est toujours comme ça ou? C'était un compromis sur 6 mois. Le premier, j'ai bluffé. L'agent immobilier m'a dit vous avez joué, vous avez gagné. Le deuxième, pareil. Le deuxième, quand c'est un ami à moi qui m'appelle sur Metz, il me dit j'ai un immeuble, tu pourrais pas venir le visiter, etc. On le fait ensemble, j'y vais et pareil, il était affiché, je crois à 200, plus de 200 et on l'a eu à 170. On avait fait un compromis long, on avait fait un compromis sur 6 mois, mais on pensait pas que ça allait durer aussi longtemps pour la banque. Après non, en règle générale, les liquidations judiciaires c'est extrêmement long parce qu'en fait après il faut avoir l'ordonnance du juge en fait. Entre le moment où tu signes le compromis et le moment où tu signes la vente, ça m'est déjà arrivé d'attendre 1 an et demi avant d'acheter. Et souvent, c'est des bonnes affaires, alors t'en as marre, quoi. Et nous, en Alsace, on dépend du greffier de Colmar. Moi, j'ai même réussi à avoir le numéro de téléphone des greffiers et je les appelais même, quoi. Mais il faut prendre des pincettes parce que ils sont capables, même si tu leur mets un peu trop la pression, de faire exprès de mettre ton dossier sous la pile, quoi. Mais toi, tu fais une bonne affaire, t'as ton crédit, t'as tout, t'as juste envie d'avancer et derrière t'es bloqué à cause de ça parce qu'il faut qu'on demande à tout le juge et le mandataire demande à tous les créanciers, ils ont un droit de surenchère. Ça veut dire qu'ils ont le droit de moyennant 10% de plus d'acheter le bien parce que c'est eux c'est à eux qu'on doit de l'argent en fait quoi. Hein. Et donc tant qu'ils ont pas dit oui ou non, on peut pas avancer quoi en fait. Et donc après il faut que le mandataire envoie un huissier pour spécifier ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas acheter quoi. C'est pour ça que c'est aussi long en fait. Et après il y a aussi, c'est fou ça, mais le propriétaire a son mot à dire et souvent c'est des recommandés qu'il va pas chercher et donc c'est très long en fait, c'est très très long. Mais bon, le jeu en vaut la chandelle quand même quoi parce que mes meilleures affaires c'était comme ça quoi. Hein. Et quand les mandataires t'appellent parce que tu commences à créer un réseau et pour aller sourcer ces biens-là, il n'y a pas de concurrence vraiment, il n'y a pas d'autres investisseurs qui se spécialisent là-dessus. Comment ouais. Sur les 4-5 mandataires que j'ai eu au téléphone ces 3-4 dernières années, généralement ils donnent mandat. Ils donnent mandat à un agent immobilier. Sur Strasbourg, il y en a 2. J'essaie d'être en contact avec eux. Et moi, j'essaie surtout de faire en sorte que l'agent immobilier m'appelle moi en premier quand il va visiter. Et donc, sur un autre bien, là où j'habite, sur Sarrebourg, l'agent immobilier m'a donné rendez-vous dans l'appartement la première fois qu'il y allait lui aussi pour estimer le bien. Donc il a tout de suite allé avec un expert parce que soi-disant il y avait une fuite d'eau aussi au niveau du balcon du dessous. Et donc il me dit j'y suis à 9h30, vous venez et tout. Donc il visite avec l'expert essaie de voir si ça vient du balcon. Finalement ça vient pas du balcon, c'est la VMC qui était, elle était bouchée dans la cuisine, c'est ce qui faisait de l'humidité. Et là l'agent immobilier me retourne, il me dit Schwarzheim, combien vous voulez donner? Je dis je sais pas moi 65. Ah non, un peu plus quand même quoi. Alors je dis bon allez 80. Je l'ai eu à 80, l'appartement-là, il avait été acheté sur plan par un banquier, 105 000 euros. Derrière ça, le banquier avait dû encore mettre une cuisine équipée et quand même équiper aussi, carreler la salle de bain encore, parce que la salle de bain n'était pas carrelée, donc il en avait pour 120 000 à peu près, et moi je l'ai eu à 80. Aussi, pareil, je l'ai mis en location courte durée après par la suite, quoi. Mais c'est une relation. Après, moi, ce que j'ai fait, j'ai quand même demandé à l'agent immobilier si, par moment, quand ça traînait vraiment, si je pouvais, au lieu d'appeler l'agent immobilier tout le temps, appeler le mandataire pour savoir un peu pourquoi ça c'est aussi long, mais que c'était pas dans un but de court-circuiter l'agent immobilier, mais c'était plus dans un but de pas tout le temps avoir un intermédiaire quoi. Et surtout aussi de pouvoir discuter avec les mandataires en direct en fait quoi. Et à chaque fois de leur poser la question vous avez rien là, vous avez rien, mais il y en a pas énormément il y en a pas des mille et des cents je veux dire mais quand il y en a il faut être réactif et dire j'y vais. Là ils veulent tous en ce moment, je les ai au téléphone quand même une fois tous les 15 jours, ils veulent tous me vendre des fonds de commerce parce qu'à l'heure actuelle je pourrais acheter au moins 10 salles de sport là.
Dans l'est de la France, c'est ça qui est en liquidation à l'heure actuelle, mais ça m'intéresse pas. Moi, je veux du foncier. Dans un court instant, Mickaël revient sur sa plus grosse frayeur en IMO, l'acquisition sur fonds propres d'un appartement qui n'a pas de fenêtre. Il nous dit pourquoi il a pivoté de l'investissement immobilier locatif aux opérations d'achat-revente et nous parle de l'équilibre qu'il a trouvé entre sa famille, ses amis et son activité d'investisseur. À tout de suite. Par les temps qui courent, la préoccupation numéro 1 de l'investisseur immobilier est de savoir si la banque va continuer à pouvoir l'accompagner et financer ses projets. Et la recherche de financement bancaire devient du coup une compétence de plus en plus critique. 2 anciens banquiers expérimentés, dont l'un Christophe Allais était notre invité sur l'épisode 52, viennent de lancer une offre de formation en ligne pour t'aider à professionnaliser ton approche auprès des banques et mettre toutes les chances de ton côté. Ça s'appelle Mission Crédit Illimité. Tu y trouveras des modules vidéo explicatifs sur la préparation d'un dossier de financement, les attentes du banquier ou les manières de contourner un taux d'endettement élevé. Un module dédié à l'activité marchand de biens sera aussi inclus dans le programme d'ici la fin du mois. Et la formation comprend un rendez-vous personnalisé pour t'aider à monter ton propre dossier et le présenter comme un pro à ton banquier. Alors si tu cherches à enchaîner les investissements immobiliers et que la partie financement te bloque ou te fait peur, tu devrais y jeter un coup d'œil. Il y a une réduction de 25% sur le prix de la formation si tu mentionnes le code promo PACO25. L'offre est valable jusqu'au 15 novembre et disponible sur le site investisseur40.com/TBAD comme ton banquier à domicile. Et alors le mode opératoire, parce que tu disais 80% de ton patrimoine immo, il a été fait là-dessus. C'est toujours la même chose, enfin, c'est-à-dire tu t'achètes des liquidations et tu fais du Airbnb derrière, c'est ça qui a fait le gros de ton patrimoine. En règle générale, les liquidations, j'avais cette maison de 2 appartements en Moselle, dans mon village, mais après le reste c'était quand même en Alsace. Donc j'ai acheté un local commercial qui était vendu loué, donc celui-là j'ai continué à garder le locataire, j'ai juste fait en sorte qu'on signe un bail notarié. Donc ça c'était bon, donc là ça tourne. Pareil, affiché 109. Ouais, c'était un petit local commercial, il y a tout à refaire le jour où il sort le locataire. Donc j'envoie une offre à 80, elle a été acceptée. Donc après il y a eu le Covid, donc ça a repoussé un peu, là c'était pendant le premier confinement. Après j'ai acheté, j'ai gardé le locataire et puis voilà. Là ce qui a été sympa là, c'était le dernier, c'était l'agent immobilier m'appelle, il me dit Monsieur Arsay, mais là il y a peut-être une affaire à faire. Je dis pourquoi? C'est un atelier qui a été transformé en loft. Mais le mec a jamais fait les déclarations, il a cassé le mur entre son loft et son atelier et son garage, il a refait une chambre dans le garage, il a rien fait comme déclaration, faudrait voir, ça vous intéresse, il y a 2 compromis qui ont sauté. Et je dis déjà, je lui dis, mais pourquoi vous m'avez pas appelé avant? Il me dit, non mais c'était avant qu'on se connaisse, ça date. Je dis, ok. Et en fait, donc il y avait un compromis à 109, un compromis à 102, à 109, à 105 et à 102. Et 2 premiers compromis ils ont sauté parce que leur notaire leur a fait peur, parce que la ville de Strasbourg pouvait demander de remettre en état comme c'était avant, parce que le mec a fait sans autorisation. Et la dernière, c'est pareil, c'est une esthéticienne, et puis elle a pas eu le financement. Moi je viens, je dis ouais, écoutez, allez, c'est quel mandataire? Donc je commence à les connaître. Ah, c'est lui, nanana. 70. Je me rappelle 2 jours après, c'est passé quoi. 70. Le mec l'a acheté, le mec qui était en liquidation, il avait acheté plus de 100 000 euros. L'atelier, avant les travaux, hein. Et il a dû mettre, parce qu'il a pété les murs, il a mis des baies vitrées. Donc là, je suis à l'heure actuelle, j'ai terminé d'avoir les autorisations pour transformer ça en habitation, en fait. Et là, mon géomètre, j'ai mis le géomètre et mon notaire. Là, on a une AG extraordinaire pour changer les règlements de copropriété et pour mettre tout aux normes, en fait, pour que ça soit une habitation. Ça c'était quand même un risque que t'as pris, mais que voilà, c'est quand même un risque que tu ne les aies pas, les autres. Ouais, mais même si je le remandais en professionnel, je perdais pas d'argent. Ah oui, en pro, t'avais rien à faire et tu perdais pas d'argent. Donc t'étais au moins à l'équilibre là-dessus, quoi. En pro, ouais, voilà, non, c'était au prix du mètre carré, on était à 1000 francs, je prenais pas de risque, en fait, je prenais pas de risque. Mais là, maintenant, par contre, plus personne peut me négocier. C'est un truc qui m'est revenu à 100 000 euros au total. Je pense que ça vaut 250. Parce qu'il est menacé à une habitation, en fait. Mais là, pareil, c'est exploitation, location courte durée. C'est Strasbourg, donc j'ai pas cherché à comprendre. Ok. Ouais, donc forcément, enfin, ouais, tu règles des problèmes, que ça soit parce qu'il y a de la liquidation, que ça soit parce qu'il y a des travaux qui sont pas forcément déclarés, des demandes d'autorisation qui sont pas. Voilà. Souvent ceux qui sont en liquidation, ils ont fait n'importe quoi. Hein. Ils ont vraiment fait n'importe quoi. Donc
t'as des gros problèmes à régler. Par contre, derrière, la négociation, je la fais en conséquence. Là, ce matin, j'étais au téléphone avec l'agent immobilier pour un truc à Sarre-Union, donc c'est aussi en Alsace. J'ai visité ça cet été. C'est un monsieur qui a fait d'une maison 2 appartements, et en face de ça, il y a un terrain. Mais le terrain, il y a un mur bâtiment de France sur ce terrain-là. Tu peux pas faire grand-chose. Et les 2 appartements, ils ont été rénovés, mais ouais, il y a des choses à refaire, etc. Donc le mandataire en voulait 155. Et moi, j'ai bien montré à l'agent immobilier, j'ai dit, regardez là, ça. Et j'ai fait une offre à 88. Et là, l'agent immobilier, il m'a dit ce matin, j'avais le mandataire au téléphone, il y a moyen vraiment que ça passe à 88. Hein. Donc là, j'ai raccroché, j'ai tout de suite appelé la ville de Sarre-Union, savoir ce que je pouvais tirer du terrain avec ce mur dessus. Parce qu'une fois que c'est accepté, après, il faut aussi, c'est bien beau de négocier 155-88, mais derrière, une fois que c'est accepté, il faut que j'en fasse quelque chose, quoi. Et là, ce bien-là, en particulier, je voudrais le faire en marchand. Donc, je voudrais scinder et vendre la maison à part et le terrain à part. Mais il faut que je puisse savoir ce que je vais faire avec ce mur bâtiment historique, bâtiment de France qui est posé. Est-ce qu'il peut construire une maison en gardant le mur avec? Est-ce que ce mur-là, parce que là, en plus, l'avantage, c'est là encore où il faut être proactif vraiment dans ce que tu fais et pas attendre tout ce que l'agent immobilier dit. Quand j'ai visité cet été, il me dit on peut rien faire, on peut pas faire grand chose sur ce terrain-là parce qu'il y a ce mur. Et là, quand j'ai appelé ce matin la mairie, la secrétaire de mairie me dit on est en train de mettre en place un arrêté de péril sur ce mur. Donc là, pareil, j'ai rappelé l'agent immobilier, je lui ai dit écoute, j'ai quand même donné tes coordonnées à la secrétaire de mairie et au maire, et il a pris le mien aussi. Je vais prendre un rendez-vous avec lui la semaine prochaine. Mais j'ai dit mes 88 000 euros, c'était quand il n'y avait pas d'arrêté de péril. Là, s'il y a un arrêté de péril, tu pourras dire au mandataire que je vais revoir mon prix à la baisse. Encore une fois, en fait, tous les arguments sont bons, mais c'est partout, que ça soit en liquidation ou que ça soit quand tu vas visiter une ruine. Tous les arguments sont bons pour faire baisser le prix, en fait. Hein, et la bonne affaire, on le dit toujours, on l'a fait à l'achat, on l'a fait pas à la vente. Et moi, si je peux presser, je presse à fond. Hein, je veux dire, c'est ce que je dis toujours. Mon fonds de commerce, mon deuxième fonds de commerce. Donc j'ai créé le premier Naturos, je l'ai créé. Le deuxième, je l'ai racheté. Le premier chiffre dans la négo quand j'ai acheté avec l'ancien patron. Le premier chiffre qu'il y avait, c'était 85 000 euros. Il voulait me vendre son fonds de commerce. C'était là. On a terminé, tu sais combien, Paco? Ça a duré 1 an et demi, hein, la négociation. Hein. Mais il voulait vendre, il avait plusieurs centres de diététique, il voulait céder. Moi, j'étais, si tu veux, le centre diététique le plus proche de chez lui. Donc moi, ça m'arrangeait, comme ça, je recrutais encore et je pouvais un peu faire tourner mes diététiciennes, etc. Donc il m'a affiché 95 000 euros la première fois, et au bout d'1 an et demi, je lui ai acheté son fonds de commerce 5 000 euros. Voilà, okay. J'ai emprunté 30 000 euros et j'avais un fonds de roulement pour former mes diététiciennes, etc. Donc la négociation, faut y aller à fond. Je veux dire, c'est pas des gens c'est pas nos copains. On les verra plus après, ces gens-là. Tu nous expliques ce que tu avais comme outil pour négocier à part la batte de baseball et la scie sauteuse? Ouais, non, c'était du ping-pong, hein, et des fois il y avait 15 jours où je lui répondais pas, où je restais ferme. Après, il a voulu bluffer. Il m'a dit qu'il avait un autre acheteur. Derrière, je dis bah écoutez, vendez-lui. Et puis d'un coup, il revient 1 mois et demi, 2 mois après. Je dis ouais, mais là, moi, j'ai investi ailleurs, j'ai plus de fonds, etc., etc. Je vous le prends à 5 000 euros. Et là, vous voulez pas que je vous le donne? Il m'a répondu bah je dis si vous voulez, mais c'était que des textos. Ça aurait été un peu plus dur quand même. C'était quelqu'un qui avait 15 ans plus que moi. Ça aurait été un peu plus dur. De face à face, mais il m'envoyait tout le temps des textos et je sentais qu'il en avait marre, il voulait céder, quoi. Et c'était un business qu'il avait depuis 5 ans. Je pense qu'il avait plus de dette dessus, donc lui il voulait juste s'en séparer, quoi. Je pense qu'il avait fait son beurre, il avait bien gagné de l'argent. C'est quand même les franchises Naturos en 2012, 2013, 2014, ces franchises-là ils cartonnaient, quoi. Et il avait ouvert vraiment au bon moment. Donc, enfin, moi je pars toujours du principe qu'à partir du moment plus t'as d'infos sur le bien, sur le vendeur, etc., plus tu peux négocier. Et là, j'ai un associé là j'investis en marchand aussi, j'ai 2 associés à Aix-les-Bains, Annecy, et il m'appelle, il me dit on va visiter quelque chose la semaine prochaine. Il m'envoie les vidéos. Alors un appartement mais délabré. Il me dit ouais, le propriétaire il est un peu je m'en foutiste, etc. Et en fait le propriétaire, ça fait 3 ans qu'il loue dans la rue à côté de sa résidence principale. On est 3 associés. Je dis, les 2 associés sont sur place, ils sont allés visiter, moi je suis pas là. J'ai dit, les gars, allez revisiter encore une fois, refaites-moi une visio et laissez après le téléphone dans la poche et laissez-moi écouter comment ils parlent.
Une visite, ça dure une demi-heure, donc moi je suis avec mes oreillettes, je suis pas sur place, hein, mais j'écoute ce qu'il répond, le gars. Il raccroche après, on s'appelle. Je dis les mecs, c'est un héritage. Un héritage, c'est certain. Il a laissé cette maison se délabrer. Il y a tout à refaire. Il y a 1500 euros du mètre carré. On est en centre-ville de Annecy. J'ai dit, il en voulait 500, 550, quelque chose comme ça. J'ai dit, les gars, faut lui faire une offre en dessous de 300. Et il va pas se vexer parce qu'il s'est payé. C'est dans sa poche. Donc on a fait une offre à 290 sans clause suspensive d'accession au crédit. Et il s'est pas braqué. Hein. Il a dit, faut que je réfléchisse. Un mec qui a transpiré, qui a rénové lui-même, qui a cravaché pour rembourser, il va dire vous êtes fous quoi. Rentrez à la maison. Là non. Et ça tu peux le savoir que quand faut ressentir les choses aussi. Hein. Il y a une sorte de sixième sens comme ça, mais il y a aussi les infos que tu récupères en posant des questions en fait. Hein. Ouais, non, mais ça c'est passionnant. Enfin, c'est super intéressant cette technique que tu as eue aussi d'essayer de comprendre la psychologie du vendeur en écoutant ce qu'il disait dans ses conversations et autres. C'est carrément malin. Bah le mec, comment est-ce que toi, t'es propriétaire de ton appartement, tu vas aller louer la rue perpendiculaire, tu vas aller rouler un appart, tu vas louer un appart en plus à Annecy. C'est que derrière ton appart il est payé ou enfin pour moi c'est ou alors t'as hérité ou alors t'as plein de sous, mais il est le mec informaticien qui gagne pas non plus 30 000 euros par mois. Donc voilà, tout ça m'a fait dire que là c'est du cash qu'il va prendre direct. En plus le mec il veut déménager, donc je dis là il faut le presser, il faut lui dire voilà. Et en plus ils vont en direct, il y a pas un agent derrière ou quoi qui peut encore faire d'autres visites où il va y avoir d'autres offres. Donc moi je pense que ouais c'est très psychologie. Après faire du volume. Quand moi je dis toujours faites du volume, faites 100 offres à la casse. Les 100 offres à la casse, s'il y en a une qui passe, c'est une bonne affaire. Et si t'as 99 refus, c'est pas grave, t'en auras d'autres qui vont arriver derrière. C'est comme avec les filles quand t'es plus jeune, quoi. Tu vas en voir 10, et si t'en as qu'une qui te dit oui, bah c'est bien, t'es content. Ouais. Non, mais c'est vrai, mais ça rejoint, ouais, je crois que c'était Anthony Boron qui disait, en gros, t'as juste besoin, finalement, de réussir qu'une fois, quoi. C'est ça. Bah, et après, dupliquer, une fois que t'as lancé, une fois que t'as lancé les choses, tu dupliques. Alors, il y a des gens qui écoutent et qui se demandent comment, enfin, dans ton parcours d'investissement en locatif, en fait, parce que tu t'es lancé en marchand il y a deux ans, c'est ça, un an et demi? C'est ça, ouais. Mais avant ça, en fait, sur ton parc locatif, parce que la question que je me pose aussi, c'est, tu vois, si c'est si tellement long en fait dans les compromis sur chaque opération, est-ce que tu en faisais beaucoup pour que quand elle déboucle d'un coup, en fait, enfin, quelle est la taille de ton patrimoine immo-locatif? Peut-être on peut commencer là-dessus, et puis comment ça s'est constitué. Ouais, en tout confondu, association ou pas association, SCI avec mon père et mon frère aussi que j'ai, je suis à une vingtaine de lots à peu près. Hein. J'ai des places de parking aussi. J'avais besoin, quand je me suis lancé et j'ai créé mon cabinet, je me suis dit c'est hors de question que je loue dans le vide. Donc c'est là où j'ai créé ma première SCI et j'ai acheté un bâtiment avec un local que je pouvais transformer en cabinet infirmier. Et de fil en aiguille, après j'ai dit je vais vivre au-dessus à l'étage. Donc le locataire du dessus est parti, j'ai rénové pour y vivre. J'ai fait en parallèle un moment pendant 2 ans la liquidation judiciaire et la non-liquidation du judiciaire. Donc j'étais un peu moins pressé. Limite même j'étais content que ça prenne du temps parce que moi je pouvais terminer mon truc en cours, tu vois, la non-liquidation, j'étais en train de la rénover et comme ça j'ai réussi à faire en sorte quand même à ce que ça se goupille quand même pas trop mal, tu vois. Genre je terminais un chantier, je le mettais en location, 2 mois après, je pouvais signer le nouveau chantier quoi en fait. Hein, et là, ces 2 dernières années en locatif, j'ai encore acheté, mais c'était que des choses vendues louées en fait. Donc pour l'instant j'ai les locataires dedans et pareil les 2 dernières années c'était une habitation et 2 commerciaux, 2 locaux commerciaux vendus loués, donc j'avais rien à faire. Mais c'est vrai que je peux pas dire que je suis le mec qui a fait en 5 ans de 0 à 60 lots en 5 ans, quoi, par exemple. Par contre, je suis assis sur une plus-value latente à chaque fois. J'ai du cash flow positif sur tous mes lots et je dors correctement. Tu vois, ça n'a pas de prix, tu vois. Tout en parallèle, j'ai pas pris 100 kilos parce que j'ai plus le temps pour aller faire du sport. J'ai pas ma femme qui s'est barrée parce que je suis plus à la maison. Donc j'essaye d'avoir un équilibre. Bah, tu vois, en plus, on voulait parler de ça avec les enfants et ça. J'essaie d'avoir un équilibre le 31 décembre, entre le 31 décembre et le 1er janvier de l'année d'après, j'ai évolué, mon patrimoine a augmenté, j'ai kiffé, j'ai fait des nouvelles rencontres et en même temps, voilà, j'y vais à mon rythme. C'est vrai par moment, j'ai de la frustration, de temps en temps, ça arrive comme tous les investisseurs, les entrepreneurs, on aimerait avoir plus, mais je vais à mon rythme et je trouve que j'avance quand même bien. Après, c'est vrai que des fois, j'ai envie d'avancer un peu plus, mais il faut toujours voir sa branche, moi, qu'est-ce qu'elle est capable. Quand j'investissais à Metz, moi, de chez moi à Metz, j'ai quand même 1h20 de route.
de route. Donc tu partais tôt le matin, tu rentrais tard le soir. On a fait toute la démolition de l'immeuble avec mes associés. Donc voilà, j'essaie de trouver le juste milieu, quoi, en fait. Et c'est pour ça que là, je suis arrivé à un point où je me suis dit stop, je vais faire du marchand à fond et je vais arrêter le locatif. Parce qu'en plus, si je fais du locatif, je vais de nouveau envie d'abord, comme Laurent Boutillier, j'avais discuté avec lui il y a 2 ans, quand tu as commencé à goûter à ça, tu as presque envie de mettre tout tes lots. Et une fois que tu as trouvé la femme de ménage qui va bien, une fois que tu as processé tout, tu as juste envie de mettre tout en Airbnb pour rentrer le plus de cash possible. Donc là, j'ai dit maintenant, tout ce que je fais, je le fais d'un œil marchand de biens pour aussi faire monter la trésorerie de ma société de marchand de biens et pour gaper, et pour le jour où j'en ai marre de nouveau du marchand, bah, j'achèterai peut-être avec 50% d'apport du locatif pour avoir le plus de cash flow possible. Je sais pas, après, chaque stratégie, on s'adapte en fait, hein, à chaque période aussi de la vie, on s'adapte à ce qu'on doit faire, quoi, en fait. Hein. Mais là où je suis bien aussi, après avoir parlé et même encore pour côtoyer des marchands de biens qui ont cette pression de devoir te sortir un salaire de sa société de marchand de biens parce que soit t'es en fin de droit de chômage, soit parce que t'as pas de cash flow, etc. Moi, je suis serein, y a pas de stress. Bien sûr que j'ai toujours envie d'avoir quelque chose en cours. Bien sûr, j'ai toujours envie d'être sous un compromis de vente, sous un compromis d'achat, d'être en chantier. Mais si j'ai rien, ou si j'ai pas un gros projet qui vient, c'est pas grave. J'ai toujours mes sources de revenus infirmiers. Si je veux aller retravailler plus, ben, je dis à mes remplaçants qu'elles travaillent un peu moins, qu'elles se cherchent un autre cabinet. Et j'ai mes cash flows, etc. J'ai mon activité de consultant et de coach qui me rapporte aussi de l'argent. Donc, j'ai commencé le marchand après 10 ans d'investissement immobilier. J'ai moins de pression parce que j'ai plusieurs sources de revenus. Et je parlais beaucoup avec Nicolas Popovic qui disait aussi, lui, il a commencé par le marchand, après il a stoppé, il a tout vendu, il a fait du locatif et il a refait du marchand après. Et il a pas la même vision des choses maintenant qu'il avait la première fois qu'il faisait du marchand, parce qu'à la première fois qu'il avait du marchand, il était stressé parce qu'il avait besoin de rentrer des sous pour vivre. Moi, c'est pas le cas. Et encore mieux quand tu as de l'argent et que tu peux acheter cash et que tu n'as pas besoin d'aller voir les banquiers. Alors ça c'est le top. Hein. Ouais, c'est marchand sur fonds propres, bon, voilà, ça dépend des secteurs, il faut vraiment des sous. Mais ouais. Ouais, c'est un peu le Graal finalement. Là, c'était un studio, on a un studio à 95, il va nous revenir à 120 pour une revente à 160. On y va sur fonds propres, c'est trop bien. On n'a pas besoin d'aller voir le banquier. On a dit on peut signer quand vous voulez chez le notaire. Dans l'argumentation dans la négociation, bah voilà, tu limite tu montes, tu screens ton compte en banque, tu dis bah on y va demain, on peut y aller demain si vous voulez. Et ça c'est agréable. Ouais, sur le locatif finalement ça se rapporte des revenus équivalents à ce que tu avais en infirmier quand tu étais à temps plein à peu près ou... Moins quand même. Je pense moins, mais à un moment dans la vie, il faut faire des choix. J'ai fait le choix d'être un peu plus à la maison et de profiter de ma fille et des garçons aussi. Mais voilà, et de partir le matin, de me réveiller le matin, d'aller faire du sport et après de prendre un peu le temps d'être un peu moins speed. Et du coup, je pense, là, ça fait que 2 mois, mais je pense qu'il y a une petite baisse de revenus quand même. Ce qui fait aussi en sorte que j'ai signé un mandat de vente la semaine dernière pour l'appartement où j'avais la famille que je t'ai dit, où je t'en ai parlé, où j'avais la famille qui était dedans, que je mets en vente. Parce que je vais passer à l'MP, c'est sûr, si je continue comme ça. Donc j'ai pas envie d'être dans cette marmite fiscale là. Donc là, j'ai signé un mandat à 155 pour cet appartement, qui m'est revenu 77 en 2019. Ouais, bien sympathique, et puis ouais, c'est une petite plus-value qui va bien, et puis l'arbitrage aussi, ouais, carrément. Et ouais, il y avait la limitation des banques en fait aussi, parce que tu disais que tu aurais pu faire plus de lots, mais que voilà, tu as choisi l'équilibre, mais il y a aussi le côté financement, parce que et là je reprends en fait la particularité peut-être de la liquidation où c'est des compromis longs, mais quand tu as un financement sous condition, peut-être enfin le financement est accordé mais les travaux commencent pas parce que la condition n'est pas réalisée, par exemple, typiquement le banquier, c'est quand même de l'argent qu'il a mis sur ta tête, enfin en tant que prêt. Donc après pour le redemander un deuxième crédit entre-temps, c'est compliqué, non? La liquidation c'est long, mais le prêt il te débloque pas tant que t'as pas acheté. Oui, c'est vrai que j'ai une fois eu un banquier qui m'a appelé, il m'a dit mais on a signé l'accord de prêt il y a presque 8 mois. Comment que ça se passe? Donc souvent je leur explique que c'est long. Je rappelle le mandataire, je dis si au pire au mandataire faites un mail au banquier. Mais multibancarisé, souvent c'était le cas. Donc je faisais 2 crédits en parallèle dans 2 banques différentes, sans forcément leur mentir.
mais j'avais généralement des différés, mais j'ai toujours réussi. Déjà, j'ai toujours montré aux banquiers, même quand j'étais encore à l'hôpital, où je gagnais 1600 euros par mois, où je partageais un studio avec mon frère, je mettais 800 euros de côté. Je gagnais 1600 euros par mois, je mettais la moitié de côté. Voilà, en dormant dans un studio de 17 mètres carrés avec mon frère. Mais après, j'ai toujours prouvé aux banquiers que j'étais capable d'économiser. J'ai jamais augmenté mon train de vie, même quand j'ai triplé mon salaire entre infirmier libéral et à l'hôpital. Et après, désolé, mais quand t'es infirmier libéral, quand t'as ta plaque, quand t'as un bilan, deux bilans, les seuls refus qu'on a eu, c'était notre immeuble de 4 à 4 associés, mais c'est aussi contextuel. On demandait 400 000 pour un immeuble qu'on achetait 170 ou 160, 70. On demandait plus du double. Mais après, moi, à titre perso, en règle générale, donc mes SCI, c'est moi et ma holding qui est actionnaire. On a rarement eu j'ai pas eu de refus de prêt en fait. Donc voilà, pareil, j'allais voir la banquière une fois qu'on signait le prêt. Je dis bon, je peux revenir quand? Elle me dit attendez 3-4 mois, mettez en location. Après j'en avais une autre, j'ai eu un compromis. Je savais que j'avais une offre acceptée. J'appelle la banquière, je lui dis vous êtes ok là, tac tac tac. Elle me dit Monsieur Hartzheim, là vous êtes en différé là sur deux là. Vous voyez pas qu'on voit les virements Airbnb et Booking et vous êtes encore en différé. Tu sais au Crédit Agricole, tant que t'as pas débloqué toute la ligne des travaux, le prêt s'enclenche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à mes artisans des factures, j'ai débloqué le crédit, où il y en a un, j'ai fait un avenant et j'ai commencé à rembourser et j'ai signé le crédit, le compromis 2 mois après et je suis allé à la banque et voilà, la banquière pouvait plus sortir l'argument on vous finance pas, vous êtes sous compromis, vous commencez à rembourser. Donc j'ai toujours fait ce que la banquière attendait de moi et voilà. Et bon là, j'avais un PEL bien fourni, j'ai essayé d'économiser, j'ai essayé de laisser tout mon argent soit au CIC, soit au Crédit Agricole. Là maintenant, j'ai quand même tout débloqué pour mettre dans la société de marchand. C'est pour ça aussi que je fais plus de locatif. Pourquoi aller chez cette même banquière où avant t'avais 90% de ton patrimoine financier sur un PEL, un livret A, un LDD, elle était contente de te prêter. Mais à l'heure actuelle, je dois avoir peut-être encore 2000 euros au Crédit Agricole, le reste tout est sous la société de marchand de biens en compte courant d'associé. Eh ben ça serait difficile pour moi d'aller lui demander pour du locatif, sachant que de un en plus j'ai aussi réduit mon activité d'infirmier, donc il y a moins de sources de revenus pour qu'elle me prête. À un moment, voilà, faut trouver, faut aussi comprendre les mécanismes. Par contre, mon banquier marchand, en 1 an et demi, il voit que j'ai fait 4 OP. Il voit aussi que la dernière OP, j'ai fait 47% de marge. Celle avant, j'ai fait 39% de marge. Et ben voilà. Là, lui, il voit que je fais ce que je dis. Et je dis ce que je fais. Ouais, la vision du banquier, bah, c'est pas le même banquier d'ailleurs, mais en tant que marchand, en tant que locatif, bah c'est pas la même du tout. Donc faut jouer effectivement sur sur ce qui est donne du clinquant à ton profil emprunteur dans l'une et dans l'autre des situations, quoi. C'est ça. À l'heure actuelle, j'ai tout pour intéresser le banquier marchand et me faire avoir des refus de prêt sur le locatif. Alors j'y vais pas. Et en plus, c'est vrai que j'ai quand même fait beaucoup de travaux et j'ai quand même toujours axé mes recherches sur des biens à rénover vraiment fortement. Et il est arrivé un temps où j'ai 36 ans et j'en ai marre un peu de ces 10 dernières années. J'ai fait toutes mes démolitions moi-même. Les liquidations, en règle générale, le dernier, là, l'atelier, là, c'était le monsieur est parti du jour au lendemain. Donc j'ai dû jeter ses slips, quoi. Tu vois. L'immeuble où on était, j'ai dû vider aussi des fringues et des choses comme ça. Au bout d'un moment, quand tu commences à faire de l'argent, ou alors tu le délègues, ou alors mais après, voilà, c'est pour ça que j'ai voulu aussi lever le pied par rapport à tout ce qui était démolition, vider les choses, des choses comme ça, quoi. Ouais. C'était quoi ta pire erreur ou ta plus grosse frayeur dans l'investimo? Vente aux enchères. Ma cousine qui travaille dans un cabinet de notaire, elle me dit, il y a une vente aux enchères, je crois qu'il y a personne d'inscrit. Donc moi je téléphone à la notaire que je connais, à qui j'ai déjà fait des deals aussi, j'ai dit il y a quelqu'un d'inscrit la semaine prochaine, elle me dit non. Je dis écoutez, je vous rappelle la veille, si la veille il y a personne, je viens. Donc, j'appelle la veille, elle me dit non, elle me dit faites-moi vite un virement quand même, 5 000 euros. Mise à prix 35 000 euros, un appartement il faisait plus de 100 mètres carrés que j'avais visité au mois de juin et c'était au mois de juillet. J'y vais, je suis tout seul, il y a l'avocat de chez Foncia, il y a moi, et donc la notaire, elle lit ce qu'elle a à lire, le protocole, et dans ce qu'elle lit, moi j'étais pas parti vraiment pour acheter, hein. Je me suis dit bon, l'appartement il est sans plus, quoi. Et là, elle lit que le propriétaire elle a acheté 109 000 euros. Je sais plus quand, en 2006. Ouais, je dis 35 000, je peux pas me louper, quoi. Donc je fais une offre, j'enchéris 35 500.
Quand je reçois les clés, 2 semaines après, j'y vais voir et en fait, je me souvenais plus parce que ça faisait 1 mois et demi que j'avais visité. Il y a pas de fenêtre. C'est un appartement qui est au milieu d'une copro. Il y a des appartements à gauche de l'immeuble, à droite de l'immeuble. Ça, c'est un appartement qui a été construit. C'est des dômes. Mais en fait, ces dômes-là ont été faits. Il y a une cheminée. Tu vois, des fois, t'as des dômes, t'as le plafond, et tu ouvres ton dôme, tu sens l'air rentrer. Là, il y a le plafond, mais il y a des cheminées et il y a des dômes au-dessus. Alors, c'est très lumineux. Mais putain, une fois que j'avais fermé la porte de l'appartement, je crois que je commençais à transpirer, je dis, je suis pas bien, il y a pas de fenêtre. Et je croyais que dans la chambre derrière, il y avait des fenêtres, des vraies fenêtres. Non, en fait, hein, la chambre, elle était complètement fermée, il y avait juste des dômes. Et je dis, mais jamais de la vie j'arriverai. Et j'ai acheté sous fonds propres un 35 500, j'ai acheté sous fonds. Jamais de la vie j'arriverai à revendre ça. Et je l'ai revendu 47 000 euros, frais d'agence inclus. Je crois que j'ai gagné 4 000 euros dessus. Mais je me suis fait peur. Je me suis vraiment fait peur. J'ai cru que après voilà, au pire, comme dit, j'ai essayé de trouver des solutions. Le mec, il a emprunté, je crois, 90 000 et il va faire des travaux pour faire en sorte qu'il y ait plus d'air. Les dômes, il va les faire s'ouvrir d'une façon spéciale pour qu'il y ait de l'air qui rentre dans l'appartement et tout ça. Mais voilà, après, mais là, j'étais face à la notaire, face à l'avocate de Foncia, et quand j'ai entendu 103 ou 106, je me suis dit, attends, le mec, il a acheté ça en 2006, 106, je vais le revendre de nouveau, même au pire, je le vends 80, et ben non, je l'ai pas vendu 80. Il y avait pas de fenêtre. Je suis allé pour le nettoyer, j'ai dit, vas-y, je vais passer un coup d'aspirateur et un coup de serpillère dans tout l'appartement avant de faire venir un agent immobilier. J'étais pas bien, je devais ouvrir la porte des communs pour faire un courant d'air parce que je me sentais pas bien. Je suis rentré, je dis à ma femme, j'ai dit, j'ai fait une connerie de fou, quoi. Et ça va, j'en suis sorti avec 4 000 euros de plus, mais bon, voilà. Ouais, ça c'est vraiment le gros risque des enchères, quoi. C'est qu'en gros, surtout si t'es sur fonds propres, bah c'est de l'argent, il est parti, quoi. Donc, Ah oui, j'étais déjà prêt à m'associer avec quelqu'un d'autre et il fallait mettre aussi des fonds et j'ai dit putain, il faut que je revende à fond vite. Et donc la première offre que j'ai eue sur cet appartement, même si je gagnais que 4 000 euros, j'ai récupéré mes 35 000, mais plus parce que j'avais encore les frais de notaire. Je crois que j'étais à 38 000. Je récupérais mes 38 000 plus 4 000 et je pouvais mettre cet argent-là parce que j'étais sous compromis avec un associé sur une autre open marchand, quoi. Donc ça fait 1 an et demi que j'apprends beaucoup à les flux de trésorerie, quoi. Avant j'avais mon doudou, hein, j'avais mon argent sur mon PEL, je voulais surtout pas y toucher, ça c'était en fait ça me sécurisait de ça. Là ça fait 1 an et demi, je suis vraiment passé à autre chose et je suis prêt à avoir un compte en banque à zéro, mais tout dans l'IMO, dans la pierre, quoi, vraiment, et du jour au lendemain avoir de nouveau 150 000 sur le compte, quoi. Et ça c'est quelque chose que ça se travaille, hein. Surtout quand t'es issu d'une famille où tu mets sous après sous, tu vois, tu économises doucement, tu te retrouves à la fin de ta vie à avoir mis 80 000 euros de côté, mais via l'inflation. Enfin voilà, moi je suis issu d'une famille où on n'est pas c'est pas des financiers, quoi. Quand ma mère des fois elle me dit qu'elle a 3 000 euros sur son compte courant, je dis mais investis-les. Tu perds de l'argent tous les mois. comment tu t'organises, Michael, du coup, sur tes activités avec ta famille notamment? T'as 3 enfants, dont une petite qui est arrivée qui a 6 mois, hein, c'est ça? C'est ça, oui, ouais. Avec ma femme, on a quand même presque annulé la télé. On n'a plus le temps, hein. De toute façon, le soir, quand les enfants ils sont couchés, nous on tombe de fatigue. Donc 21h, 21h15. Même là, j'ai mon cousin qui était mon ancien associé. Il a essayé de m'appeler à 20h30. Il m'a envoyé un SMS. Il m'a dit t'es au lit? Oui, je dis à 20h30. Ouais, j'étais allé au lit parce que en plus j'essaie de caler mon sport entre midi. Donc vraiment pour optimiser, pour que le soir je sois présent avec les enfants. Donc le matin je me lève quand je travaille donc comme infirmier, je me lève vers 5h45. Donc là je me prends 1h15, je regarde mes mails, je réponds aux questions donc du groupe privé dont je fais partie où je suis coach. Je mange, enfin voilà, après je vais travailler et en fait la chance que j'ai c'est que je peux me former beaucoup aussi parce que comme je suis beaucoup en voiture, je me forme beaucoup, je garde les oreillettes, etc. Entre midi je fais mon sport, l'après-midi je repars sur ma tournée et le soir je suis avec mes enfants. La chance que j'ai une tournée qui est pas non plus, c'est pas la tournée de l'infirmier 12 heures par jour. J'ai quand même, je crois, je vois 5 heures le matin et 3 heures l'après-midi. Et j'ai des laps de temps où je peux caler des rendez-vous entre deux visites. Donc des fois, je me prends une demi-heure, je vais visiter un appartement entre deux patients. Entre midi, par exemple. Alors j'ai un abonnement à la salle de sport, donc j'ai un coach privé pour la boxe. Derrière, si j'ai une visite à faire, je vais à la salle de sport, je vais vite fait faire 10 minutes de course à pied, je vais prendre ma douche là-bas, je me change, je vais visiter et je retourne sur la tournée d'après-midi, voilà. Mais là, comme dit, j'ai réduit quand même beaucoup mon activité là, c'est depuis la rentrée. Donc là, j'ai vraiment des journées où je suis, c'est même
déroutant pour moi parce que là, par exemple, depuis ce matin, je suis assis sur mon bureau et j'ai pas bougé physiquement. Parce que bon, moi, quand je vais chez mes patients, je monte les escaliers, je descends les escaliers, et là, je sens qu'il y a de l'énergie qui est pas sortie aujourd'hui, quoi. Donc après notre live là, je vais aller courir parce que je sens que ce soir, je vais pas être assez vidé psychologiquement, physiquement. Anthony Bourbon, il est presque obligé de prendre des comprimés pour se calmer. Et moi, j'ai besoin de transpirer pour qu'à la fin de la journée, ma journée soit pleine. Faut qu'à la fin de la journée, j'ai vu mes proches, j'ai kiffé, j'ai gagné de l'argent, mais que je me sois aussi un peu physiquement dépensé. Ouais, c'est vrai. Non, mais je comprends tout à fait ce que tu dis. Toi, ton besoin, du coup, et tu arrives à caler du sport chaque jour, tous les jours finalement. Mardi, mercredi, jeudi, je fais de la boxe avec un coach privé. Alors ça, c'est pareil. Tu vois, l'argent fait pas le bonheur. Mon cul, ouais. Je me paye un coach 3 fois par semaine. Alors j'ai commencé à 1 fois par semaine parce que ça me faisait chier de payer cher. Après, je suis passé à 2 fois par semaine parce que je ressentais le besoin. Un jour, j'étais là, à un feu rouge, j'étais vidé. Pendant 1 heure et demie, il m'avait vidé. Et j'envoie un SMS à ma femme, je dis, j'en ai trop besoin. C'est pas, j'en ai envie, j'en ai besoin. J'ai besoin d'être vidé à la fin de la journée. Mentalement, mais même pour derrière, quand tu as des stress ou des choses comme ça, via ton activité de marchand ou via un patient chez qui ça se passe pas bien, des choses comme ça, j'ai besoin, moi, d'être vidé pour être calme aussi. Et du coup, bah là, je le fais 3 fois par semaine, donc je paye ce mec-là 3 fois par semaine. Là, ça fait maintenant 1 semaine seulement. Je paye du yoga, des cours de yoga, donc c'est 55 € pour 1 heure. Donc mardi, mercredi, jeudi boxe. Le mardi, en plus de la boxe, c'est le yoga. Et là, avant c'était le dimanche le foot. Et là, j'ai pris la décision d'arrêter le foot complètement parce que psychologiquement, ça m'apporte plus de l'énervement qu'autre chose, quoi. Et là, maintenant, avec mes journées de libre, je vais partir le matin en moto et faire de la moto 1 fois par semaine aussi en forêt. Voilà. Mais ouais, je m'organise comme ça. Je fais en sorte que par contre le soir à 17h, 16h30, 17h quand tout le monde est rentré de l'école que c'est le soir c'est fini quoi, on est ensemble. Le téléphone, j'essaie de le mettre de côté et les mails aussi sauf urgence et j'essaie d'être présent là. J'ai beaucoup réduit c'est ce que j'expliquais avec une collègue à moi qui est coach et qui est associée aussi avec moi. Automatiquement quand tu vis comme ça, tu perds pas mais tu vois moins tes amis d'enfance. Tes amis que tu avais il y a 15 ans. Je les vois presque plus. Les seuls liens encore que j'avais, c'était avec le foot. Et vu que j'ai pris la décision d'arrêter le foot, j'y vais plus. Je vais plus beaucoup les voir. Et c'est des gens qui habitent à 3 kilomètres de chez moi, hein, mais que je vais plus voir. Mais tu t'en crées d'autres. Mes associés marchands de biens actuellement, c'est devenu mes amis. Mes collègues coachs, c'est devenu mes amis. Mais des fois, ça fait. Après, chacun trace sa route en fait. Moi, je pars du principe que je fais ce que j'aime et du coup, ben je vais côtoyer des amis qui font la même chose que moi. Et j'étais avec mes associés la semaine dernière à Annecy. Effectivement, on a kiffé, on a fait des bons restos, on aurait dû faire du bateau et de l'avion, finalement il pleuvait, on n'a rien fait, mais et en même temps, nos conversations tournaient autour de l'investissement à chaque fois, du marchand de biens, de l'entrepreneuriat, etc. Donc on arrive à kiffer tout voilà, en faisant du business. Ouais, c'est un peu. Ouais, non, c'est le meilleur des deux mondes en fait, c'est de pouvoir. Effectivement, l'environnement autour de soi, il est jamais figé, quoi. Quand tu les vois qui partent en week-end et que depuis 2-3 ans et qu'en fait ils t'appellent même plus pour te dire qu'ils partent, pour te proposer de venir avec, mais ils t'appellent plus pourquoi? Parce que toi les 2 dernières années d'avant où ils t'ont appelé, t'as dit que tu t'étais pas dispo. Donc automatiquement ils vont pas tout le temps te lécher les pieds pour te dire viens avec nous, alors qu'ils savent que toi voilà. Donc c'est normal, mais en même temps quand tu vois les photos après sur Facebook, tu dis bah il y a 10 ans j'y étais, mais voilà t'as évolué quoi. Hein. Ça fait partie de la vie. Ouais, c'est la vie, non, ça bouge. Ouais, je me dis moi je stagne pas quoi, j'avance. Ils stagnent pas non plus, hein, c'est pas pour dire qu'ils stagnent, mais ils avancent pas dans la même direction que la mienne. Et ouais, je pense que c'est bien d'avoir le réalisme de le penser sans être dans la confrontation ou dans la. Oh bah si t'es pas pour, t'es contre, mais juste voilà, c'est d'autres voies et puis. Mais je saurais même pas quoi leur dire. Je vais leur dire ah SCI, j'ai acheté ça. Et puis après, est-ce que tu sais même pas s'il y a pas une part de jalousie après derrière, des choses comme ça, quoi. C'est compliqué. C'est pour ça que moi, on est en phase avec ma femme. Elle veut aussi, elle investit aussi. Mais après, dans mon cercle d'amis proches et même dans ma famille, là ça va maintenant parce que mon père, en fait, je l'emmène beaucoup avec moi. Ça fait 2 ans qu'il travaille plus, qu'il est à la retraite, et je l'emmène beaucoup avec moi et je lui explique. Je dis tu vois là, ça j'ai acheté comme ça. Il me pose pas de questions, mais je lui raconte dans la voiture et donc il voit. Et là même lui, je lui ai fait acheter un appart l'année dernière.
Donc même mon frère après il m'a dit ouais si t'en as un tu me tiens au courant si tu trouves un truc j'aimerais aussi faire comme toi et tout. Donc ça c'est le cercle vraiment très proche quoi parce qu'il voit que ça marche. Voilà. Ouais, c'est clair. Et puis ceux qui se te suivent pas, enfin qui voient que voilà, ils doivent te dire ah Michael il a changé quoi, il a changé, c'est plus le même. Bah, on me l'a encore pas dit, mais peut-être on le pense fort. Ouais, bah, comme je les vois plus, ils peuvent plus me le dire, quoi. C'est vrai que, mais bon, après, moi, ma priorité et ce qui me permet de faire tout ce que je fais, et ça, c'est ma famille, c'est ma femme, c'est mes enfants, mes parents, mon frère, et sans ce pilier-là, tu rentres le soir et t'es tout seul, ou quand t'es en stress, t'as personne à qui parler. Après, j'ai encore, bah, comme dit, mon cousin qui était mon ancien associé, qui lui entreprend aussi beaucoup. Là, il ouvre un magasin de meubles que je vois encore régulièrement. Mais après, voilà. Et après, bah, t'as ces nouveaux associés là, c'est ces nouveaux copains presque, hein, qui sont devenus des copains. Ils habitent pas, c'est que des gens qui sont dans toute la France, qui sont pas proches de chez moi, quoi. Ou comme dit, je suis coach donc avec Yann Darwin, et donc on a d'autres collègues, on est d'autres coachs, et on discute ensemble presque tous les jours, quoi. Et on se voit régulièrement, et ça c'est cool, quoi. Parce qu'on arrive vraiment à, ça c'est cool parce qu'on s'entend bien, et du coup on arrive à vraiment à, on est une bande de potes, en même temps on bosse, mais on n'a pas l'impression de bosser, en même temps on fait du fric, tu vois, donc on réinvestit cet argent-là, on grossit, et on kiffe juste, quoi. Ça c'est Ça cool. donne vraiment envie, c'est cool. Ouais. Bon, c'est cool, Michael. On arrive un peu sur la fin de l'épisode. Ouais. Du coup, quelles seraient les ressources que tu aurais aimé avoir en démarrant et que tu pourrais proposer aux auditeurs, du coup? Bien, déjà, commencer par avoir un train de vie et d'économiser. Après, se former et côtoyer des personnes, se rapprocher des personnes qui ont déjà fait ce que tu as envie de faire. Savoir déjà ce que tu as envie de faire. Et après, essayer de se rapprocher vers ces personnes-là. Moi, je suis quelqu'un qui pose énormément de questions. Je suis toujours intéressé. Il y en a même des fois qui croient que je suis presque des fois, j'ai l'impression que je suis presque intrusif dans la façon de. Là, j'ai acheté un nouveau berlingot. Hein. Moi, je roule en berlingot 8 500 €. Parce que le mien, il a 270 000 kilomètres. J'en ai acheté un avec 130 000 kilomètres. Au début, j'ai dit, j'ai demandé au monsieur, vous l'avez acheté combien? Juste pour savoir combien il a gagné sur une voiture, c'est tout. Et il m'a regardé avec des grands yeux. Je dis, vous l'avez acheté 6 000, vous le revendez 8 500. Ah non, quand même pas, hein, je fais pas une aussi grosse marge. Mais tu vois, c'est pas pour dire, ah, il gagne du fric sur mon dos. C'est juste pour savoir sur une voiture combien, être curieux, en fait. Je suis curieux de tout, en fait. Juste savoir à peu près combien il gagne sur une voiture à 8 500, quoi, en fait. Et je pense que c'est ça, la ressource, c'est tout le temps être curieux. Curieux de tout, s'informer. Au resto, je suis capable d'aller demander au patron après quand il a créé son resto, si ça tourne bien. Et il y en a des fois qui croient qui le prennent mal, quoi, hein, qui croient que c'est du commérage. C'est pas du commérage. C'est juste à titre d'information parce que moi, ça m'aide à comparer entre plusieurs business. Là où tu dois mettre ton focus, etc., quoi. Enfin, voilà. Donc, cette ressource-là. Après, se former, pas avoir peur de dépenser de l'argent, quoi. Là aussi, avec la décision que j'ai prise d'arrêter le foot, donc c'était de faire du yoga et d'apprendre l'anglais. Donc là, je vais probablement dépenser plus de 4 000 € pour des cours d'anglais, en fait. Hein. Donc oui, il faut les dépenser l'argent, mais après, j'ai 36 ans, j'ai aussi envie d'un jour de voyager un peu dans le monde. Si je sais pas parler un mot d'anglais, et puis en anglais, au lycée, je dormais, donc à un moment, on avait gratuitement, maintenant on est obligé de le payer. C'est ce que j'essaie d'expliquer à mes enfants. Hein. Voilà. Mais là, on va faire un truc, on va le faire en famille. Je vais mettre tout le monde à contribution. Ma femme aussi, on va essayer de se parler en anglais pour essayer de progresser rapidement, quoi. Et puis surtout de rentabiliser ces 4 000 €. Excellent. Ah, j'ai hâte de voir comment ça fonctionne, ce truc-là. Ouais, ouais. Top, top. Bah, Michael, où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent poursuivre la conversation avec toi? Alors, principalement sur Instagram, l'investisseur boxeur, L-investisseur-boxeur. J'ai une petite chaîne YouTube aussi que j'alimente plus depuis un an. C'est aussi l'investisseur boxeur. Puis voilà, Instagram. Instagram, c'est vraiment là où où je réponds à tout le monde, voilà, où je raconte un peu ma vie tous les matins. J'aime bien aussi raconter. Je suis pas Instagram en mode je vous filme ma Porsche. Non, non, moi c'est un berlingot qui a 8 ans. Quand ça se passe mal, quand j'ai des refus de prêt, quand je suis dans le chantier tout crado, je vous le montre en fait. Pour vous montrer que derrière il faut bosser. Et ça, on l'a peut-être pas dit pendant ce live là, mais je pense que toi t'es comme moi, on bosse. On bosse, on bosse, on bosse, on bosse. Et ça n'arrivera jamais facilement. Je pense que maintenant les gens ils sont quand même assez intelligents pour pour comprendre que derrière il y a quand même un minimum de travail, quoi. Il faut travailler, mais travailler intelligemment et être malin.
Et c'est comme ça qu'on peut aussi progresser plus rapidement. Mais derrière, sans le travail, il se passera rien. Donc moi, je raconte un peu ma life tous les jours, quoi. Ouais, en mode Instagram réaliste, c'est pas Instagram Jean du rêve. Non, pas du tout. Ouais. Des fois, je suis torse nu, j'ai pas d'abdos, bah je vais pas les photoshopper. Hein. J'ai pas d'abdos. C'est parce que j'ai bu trop de bière, c'est tout. Mais ça te donne la motivation après. Tu regardes tes anciens posts, tu dis ah ouais. Ouais, c'est ça. Ah, là, j'ai bon espoir qu'avec le yoga, je travaille les abdos, tu vois. Bon, c'est cool. Merci beaucoup, Mickaël, pour ce moment. Merci pour voilà ta transparence qui est toujours super appréciable. Et puis les petites histoires, c'est assez croustillantes. C'est vraiment cool, quoi. Merci, Paco. À très bientôt. À plus. Ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao.